Changer de stratégie d'investissement, encore faut-il comprendre ce qui est possible. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de gestion, active, passive, hybride, par entière. Je vous montrerai des exemples qui sont issus de la finance décentralisée. Si vous ne comprenez pas cet écosystème, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Cette vidéo est également un extrait issu des vidéos composant mon accompagnement personnalisé. Vous trouverez davantage de détails dans le lien en commentaire. Débutons avec les différents types de gestion. J'en ai répertorié 4. La gestion active, la gestion passive, la gestion hybride, oui évidemment il fallait qu'il y ait une stratégie entre les deux, et la gestion par entière. Débutons par la gestion active que l'on peut définir finalement comme la nécessité d'être actif dans la surveillance de sa position. L'exemple le plus emblématique sont les positions spéculatives que l'on peut regrouper dans le trading. Il vous faudra utiliser l'analyse technique pour définir un point d'entrée, un point d'invalidation de votre hypothèse, calibrer votre risque et ensuite agir pour mettre en place les ordres limites au marché ou conditionnels en fonction de vos choix. Première remarque ici sur le temps que cela peut vous prendre. Cela dépendra de l'échelle de temps dans laquelle vous allez agir. Si vous êtes un scalper ou un day trader, que vous prenez plusieurs positions par heure ou par jour, évidemment cela s'apparente à de la gestion active. Vous allez devoir surveiller ces positions, les couper en perte ou en profit tout au long de la journée et donc ça va être chronophage. Maintenant, si vous dézoomez, si vous devenez un swing trader, donc si vous agissez sur l'échelle hebdomadaire ou encore plus largement un investisseur, rappelez-vous que l'investisseur est un trader, c'est juste qu'il agit sur l'échelle de temps la plus grande en année. Eh bien, mais il souhaite quand même acheter bas, revendre haut, même si c'est dans 10 ans. Et donc, vous avez également la possibilité de prendre des positions spéculatives en calibrant votre risque sur cette échelle de temps. Et là, la surveillance, on pourrait limite classer ça dans la gestion passive. Donc, ne vous bloquez pas au mot trading. Ne vous interdisez pas de trader au prétexte que cela serait trop chronophage. Non, vous pouvez adapter votre style à votre emploi du temps. Encore une fois, il faut imposer vos conditions au marché pour éviter que le marché vous impose les siennes. Deuxième stratégie dans la gestion passive, j'ai positionné l'apport de liquidité d'actifs volatiles. Cela va demander de comprendre en profondeur ce qu'est l'impermanent loss, de bien choisir ces actifs volatiles et également de maîtriser un peu le moment où vous les achetez, le moment où vous rentrez en position finalement. C'est comme prendre des positions pour bénéficier des commissions de l'apporteur de liquidité. Par exemple, prenons les deux plus grandes crypto-monnaies du marché, Bitcoin et Ethereum. Vous pourriez être apporteur de liquidité sur ces positions, bénéficier des commissions du service financier que vous rendez, sauf que si vous achetez Bitcoin et Ether au top du marché, vous savez bien que la volatilité à la baisse, lors du marché baissier, absorbera non seulement l'intégralité de ces commissions, mais en plus, lorsqu'on compare avec le point de départ qui sera nos monnaies fiat, l'euro ou le dollar, vous serez négatif sur l'ensemble de cette position, de cette stratégie. A l'inverse, si vous rentrez au bas de marché, on garde les deux mêmes crypto-monnaies, si elles s'apprécient, ces gains potentiels seront à additionner aux commissions que vous toucherez tout le temps que vous réaliserez ce service. Moins l'impermanent loss, évidemment, à prendre en compte. Troisième stratégie, les stratégies delta neutre. Elles demandent, vous l'avez vu, un peu de technique pour être mise en place, mais si vous n'abusez pas de levier, c'est pareil, on en revient à la régularité de la surveillance que nécessite cette stratégie. Ça va dépendre de la façon dont vous allez paramétrer votre risque, notamment sur le levier du short. Malgré tout, comme elles sont un peu techniques, je les ai classées dans les stratégies actives. Enfin, le DCA, le fameux DCA, mais sur actifs volatiles. Pour moi, il s'agit d'une gestion active de ces fonds. C'est juste que la plupart des personnes ne savent pas calibrer leur risque et donc choisissent cette option d'investissement qui est une bonne option, mais sur les actifs en croissance long terme. Si vous appliquez cette gestion du capital, ce money management sur une action, une crypto-monnaie qui est en tendance baissière sur le long terme, vous ne ferez que moyenner à la baisse une position qui ne sera peut-être jamais plus à l'équilibre, qui ne reviendra pas à votre point d'entrée, c'est-à-dire qu'il ne sera pas break-even. Donc méfiance avec ce type de gestion du capital qui devrait être utilisé, vous allez le voir, pour renforcer des stratégies passives et non pour investir sur des actifs. Donc deuxième chapitre, la gestion passive. Quelque part, elle est active aussi car vous allez devoir la mettre en place, mais le niveau de surveillance est très léger, vous n'avez pas à la surveiller, vous n'avez pas à la rééquilibrer toutes les semaines, donc vous pouvez vaquer à vos occupations tranquillement. Le premier exemple que j'ai pris, c'est un exemple de la finance traditionnelle. C'est le portefeuille passif type Brown, construit par Harry Brown. Et ce que j'ai voulu montrer en prenant ce premier exemple, c'est que la construction d'un portefeuille en soi peut être une stratégie passive. Alors elle contient dans cette stratégie 4 éléments qui sont conçus pour se répondre les uns les autres, quelle que soit la condition de marché, et qui apportent, il est vrai, une performance assez régulière, avec une faible volatilité et un track record assez important. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de rebalancer au minimum une fois par an entre ces 4 positions pour qu'elles restent à l'équilibre et que cette stratégie vous permette de réaliser les intérêts composés avec le temps. C'est souvent des stratégies long terme à mettre en place minimum sur 20-25 ans. Je vais faire ici une remarque sur la fameuse diversification. Le portefeuille Brown est constitué d'éléments diversifiants et cette stratégie fonctionne depuis assez longtemps. Mais peut-être, par exemple aux États-Unis, qu'elle a cessé de fonctionner. Dans les 4 éléments, on retrouve du cash, de l'or, un indice comme le SP500 et des obligations américaines. Normalement, quand le marché des actions s'effondre, ici le SP500, il est dit que les investisseurs volent vers la qualité, fly to quality. Et la qualité dans ce portefeuille, c'est l'or et les obligations. Or, qu'est-ce que nous avons observé lors de ce conflit entre la Chine et les États-Unis au sujet des tarifs? Pour la première fois, non seulement les actions ont chuté, mais les obligations également. Ces actifs n'ont pas rempli leur rôle de qualité.
d'assurance ou d'actifs antifragiles. Et donc selon moi, en plus de stratégies pouvant contenir des actifs diversifiés, il faut également savoir diversifier ses stratégies et ses gestions. Avoir une gestion passive, et ça la quantité sur votre capital, ça sera en fonction de votre tolérance au risque, en fonction de vos choix. Avoir 50, 60, 80% de son capital sous forme de gestion passive, mais également avoir peut-être les derniers 20% en gestion active. Ça fait partie des choix que vous devrez réaliser. Deuxième stratégie dans la gestion passive, le prêt de vos stablecoins. L'avantage de la finance centralisée, c'est que vous pourrez donc prêter vos stablecoins sans vous soucier, sans vous renseigner sur qui emprunte et pourquoi, car l'emprunteur en face aura déposé au préalable un collatéral dépassant la valeur de ce qu'il peut vous emprunter. En cas de non-paiement, c'est le protocole qui liquidera la position de l'emprunteur pour vous rembourser. C'est donc une excellente stratégie qui tourne entre 6 et 10% à l'année, on l'a vu en fonction des conditions de marché, et qui ne vous prendra pas de temps et que vous pourrez renforcer, on le verra après, justement par DCA. Troisième stratégie, alors l'apport de liquidité d'actifs non volatiles, par exemple deux formes de stablecoin ayant le même sous-jacent. Prenez l'exemple de cette pool, vous apportez deux formes d'euros, vous n'avez donc pas de risque d'impermanent loss, vous n'avez donc pas de risque théoriquement de volatilité sur l'actif, car les deux actifs ont le même sous-jacent, et vous bénéficierez des commissions grâce au service que vous rendez, éventuellement de temps en temps grâce à des subventions données par les protocoles. Et pour cet exemple précis, il faudra faire attention surtout à la liquidité et au fait qu'un des deux stablecoins ne soit pas surreprésenté dans la pool de liquidité. Quatrième stratégie, nous revenons au delta neutre, mais cette fois-ci, ce n'est plus vous qui la mettez en place et qui réalisez des arbitrages, vous avez juste à confier vos actifs en échange de vos rendements, et donc nous revenons au choix de l'intermédiaire. Car si aujourd'hui j'illustre avec le protocole Ethena et celui de Midas, peut-être que dans un an, 2 ans, ils auront été dépassés et supplantés par un nouveau concurrent qui n'est pas encore sur le marché. Quoi qu'il en soit, il est donc assez facile aujourd'hui d'accéder à ce type de stratégie qui, dans ce bas de marché, ne paye pas grand chose. Vous voyez sur Midas par exemple, actuellement ça tourne à 4,55, mais si vous étiez présent depuis sa mise en place, vos actifs auraient tourné autour des 14,35%. Enfin, pour la gestion passive, j'ai mis le DCA sur une des stratégies passive que nous venons de décrire. Et selon moi, comme ça que l'on doit utiliser le dollar cost averaging, on doit renforcer, c'est l'épargner finalement, épargner dans une stratégie passive qui va se renforcer, qui générera des intérêts, qui si vous ne les retirez pas pour les dépenser, si vous les réintégrez, seront composés et permettront d'accéder à ces fameux intérêts composés qui sont, rappelez-vous, exponentiels. Troisième gestion, alors il fallait bien que je mette une petite position hybride, c'est le stacking. C'est très spécifique à la crypto, mais je vais prendre un exemple concret. Si vous stakez soit vos Ethers, soit vos Solana, pour participer à la sécurité de la blockchain, vous serez rémunéré en Ether ou en Solana. Quand je parle de gestion hybride, c'est que vous pouvez considérer que la position en Ether est une position en absolu. Vous oubliez son montant, son équivalent en dollars. Pareil évidemment pour l'exemple en Solana. Et donc chaque année, vous allez vendre le surplus d'Ether ou le surplus de Solana que le fait de staker ces actifs vous donnera. Et donc votre position restera constante en actifs volatiles, ce qui permettra de classer cette stratégie dans la gestion passive, dirons-nous. Mais si vous intégrez le prix en monnaie fiat de votre prix d'entrée et que vous souhaitez les revendre, on repasse, selon moi, dans une gestion active. Vous êtes à nouveau en train de prendre une position spéculative en espérant donc revendre plus haut une quantité d'Ether ou de Solana qui sera plus grande que la quantité initiale que vous avez achetée, car elle se sera améliorée avec le temps grâce à ces fameux rendements liés au stacking. Dernier type de gestion est évidemment la gestion par un tiers, et finalement, ce tiers mettra en place les stratégies que nous avons vues précédemment. Juste pour illustrer les risques que vous prenez de façon intermédiaire à travers ce tiers, je vais expliquer en gros ce qui se trouve dans le private equity. Qu'est-ce que l'on peut faire en fait avec des entreprises qui sont non cotées, c'est ça que cela veut dire. Les actions sont non cotées, mais ces entreprises peuvent nécessiter des financements, peuvent nécessiter des prêts, et vous pouvez y accéder soit en direct par le tiers, soit par des fonds spécialisés qui eux font ça, auditent les entreprises pour savoir si ils investissent ou pas, donc s'ils achètent des actions de l'entreprise, on en revient finalement à une position spéculative. Ces fonds spécialisés dans les actions non cotées achèteront ces actions en faisant le pari que l'entreprise va bien performer et qu'ils pourront les revendre à plus cher. On peut également prêter de l'argent à ces entreprises contre un intérêt, à la différence de la DeFi où c'est le protocole qui liquidera l'emprunteur s'il ne rembourse pas. Ici, si l'entreprise fait défaut, tout le système traditionnel qui normalement se sera assuré avant que l'entreprise possédait des actifs pour justement être en capacité de rembourser en cas de défaut, eh bien le système mettra en vente par exemple ces actifs en cas de situation catastrophique, vendra ces actifs pour rembourser les créanciers. Et ces différentes actions, on peut les réaliser évidemment à différents stades de maturité, on va dire, des entreprises. Le stade le plus précoce, les fameuses startups, ceux qui investissent dedans sont appelés les VC de venture capital. C'est eux qui prennent le plus de risques, c'est dans cet écosystème que 90% des projets tombent au tapis, mais les 10% restants font des performances extraordinaires qui, normalement, permettent de rembourser toutes les pertes précédentes et de les surperformer pour en dégager un rendement. Lorsque l'entreprise devient un peu plus mature, qu'elle devient rentable, on a le growth equity. Cette fois-ci, le but est de l'aider à se développer, à conquérir un marché à l'international par exemple, lui apporter de l'argent, que ce soit par investissement ou par prêt, pour qu'elle puisse recruter, se développer, acheter des infrastructures, etc.
Troisième étape, c'est le fameux LBO, Leverage Buyout. Là, il s'agit souvent d'entreprises beaucoup plus matures, beaucoup plus grosses, dont les fondateurs souhaitent revendre une partie, ou en tout cas, l'entreprise va être restructurée ou intégrée dans un plus grand groupe. Et pour permettre ces acquisitions ou ces transformations, il y a souvent la banque avec le levier bancaire qui s'intègre. Et enfin, les stratégies de capital retournement. Là, c'est malheureusement quand même une très grande entreprise est en difficulté, qu'elle n'est plus à l'équilibre, et qu'un entrepreneur la rachète à 1 euro symbolique, par exemple, pour la restructurer, essayer de la transformer, pour la rendre à nouveau rentable. C'est ce que faisait Bernard Tapie, par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à claquer le pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Ciao.